Il était une fois, en Corée du Sud, il n'y a pas si longtemps, un projet de train léger sur rail. Un train qui devait apporter bonheur et prospérité aux citoyens de la ville de Yongin, en banlieue de Séoul. Les hommes d'affaires de l'entreprise qui voulaient construire le train promirent que c'était une bonne affaire. Ils offrirent des voyages aux élus et ceux-ci les acceptèrent. Mal leur en prit. Si c'était de la corruption, ils nous auraient poursuivis. Cette entreprise, c'est Bombardier. 캐나다의 봄바디사와 Aujourd'hui, le train est presque vide, la ville est criblée de dettes. C'est un gros hippopotame qui mange tous nos impôts. Il était une fois un projet de train léger sur le nouveau pont Champlain. Un train qui devrait apporter le bonheur et la prospérité aux citoyens de la région de Montréal. Un projet qui, pendant des années, a été conçu sur mesure pour Bombardier et SNC-Lavalin. Un projet qui concerne maintenant tous les contribuables et les épargnants du Québec. Ils répètent l'opération matin et soir, du lundi au vendredi. Chaque jour, une dizaine d'employés installent les cônes de la voie réservée aux autobus sur le pont Champlain. Ben, Bob, quand tu vas faire ton contournement vers la gauche, là, vas-y très lentement. Parce que moi, je vais continuer de droite. Ça ne devait être qu'un projet pilote en 1978. Mais 36 ans plus tard, l'escouade des cônes est toujours là. C'est devenu une solution permanente pour transporter les quelques 20 000 personnes qui transitent matin et soir entre la Rive-Sud et Montréal. Merci. Bye. Environ 500 autobus qui congestionnent les rues de Montréal. Le terminus centre-ville est bondé. Les passagers de l'heure de pointe doivent être disciplinés pour ne pas se marcher sur les pieds. Depuis 20 ans, d'étude en étude, on cherche une solution. « 1992. Une étude du CN propose un monorail au coût de 197 millions. Projet abandonné. 2 ans plus tard, une firme allemande, AEG, propose un train automatisé à 364 millions de dollars. Québec refuse ce projet. Un sous-ministre adjoint au transport écrit De nier à Bombardier l'opportunité d'avoir accès à son propre marché pourrait entacher sa réputation. 1996. Pour organiser le transport en commun dans la grande région de Montréal, le gouvernement du Québec crée l'Agence métropolitaine de transport. Dès 1999, l'AMT s'intéresse aux trains légers sur rail. Il ne s'agit donc pas d'annonces de projets, mais bien d'études qui ont été faites avec la collaboration de beaucoup de monde. Ces études mènent à une proposition de tramway de 640 millions de dollars, illustrée par un modèle Bombardier. On fait donc un tramway? Non, on fait d'autres études. Donc, nous allons continuer l'étude actuelle du système léger sur rail. À la suite de 2 appels d'offres, l'AMT confie la production d'une 60aine de documents d'études au consortium Équipe SLR métropolitain. Le projet grossit et devient un métro de surface automatisé à 870 millions de dollars. Un système calqué sur le SkyTrain de Vancouver qui n'est plus vraiment un SLR, même si on continue de l'appeler ainsi. Le gouvernement du Québec en fait une priorité, le système léger sur rail. Alors, on va de l'avant? Non. Jusqu'au prochain gouvernement. J'annonce aujourd'hui que le mode de transport collectif
choisi par le gouvernement du Québec pour le pont Champlain est un système léger sur rail, le SLR. Québec accorde alors 28 millions à l'AMT pour créer un bureau de projet SLR qui mènera d'autres études. En plus d'équipes SLR métropolitain, l'AMT a confié plusieurs études à Techsult, devenu ECOM, dont celle-ci rendue publique par la presse l'an dernier. Et voici le mandat de cette étude. Le mandat se situe au niveau des études préparatoires, en amont des études d'avant-projet. L'étude mentionne qu'il faudra encore d'autres études. Vous avez tout à fait raison, on a mis la charrue. Richard Bergeron, qui défend depuis longtemps le train léger, est exaspéré. Il y a 260 villes dans le monde maintenant qui ont des SLR, là, de tout type. Hein? Sauf que nous, on est peut-être plus fins que tout ce beau monde. Là. Ils ont peut-être commis une erreur, les 260, que nous, on ne commettra pas. Parce que nous, on étudie sérieusement. La plus récente étude prévoit un métro de surface sur un trajet de 18 km entre le centre commercial 1030 et le centre-ville. Le coût varie entre 1,4 et plus de 2 milliards de dollars selon le tracé. Mais le nouveau ministre des Transports, Robert Poetti, est sceptique. Ce soir, en manchette, il n'y aura pas de train de sitôt sur le nouveau pont Champlain. Québec mise sur des autobus et peut-être un jour des wagons. On ne recule pas. Je suis complètement en désaccord avec ce terme-là. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas assez d'informations pour prendre cette décision-là. Le ministre demande de poursuivre les études. On a maintenant consacré plus de 40 millions pour étudier un train qui ne se fait toujours pas. La moitié de cette somme a été dépensée. Je suis un petit peu confuse. Même la collègue libérale du ministre des Transports ne suit plus. On fait un train ou pas? Mais comprenez-moi bien, la décision du choix du mode de transport sur le pont Champlain n'a pas été prise. Mais avant la fin de cette nouvelle ronde d'études, tout change. Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer la conclusion d'une entente commerciale entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Miracle! Le projet de SLR qui semblait trop cher devient soudainement réalisable, rentable, voire même profitable grâce à la Caisse de dépôt. Deux projets majeurs pour la région métropolitaine qui totalisent près de 5 milliards de dollars d'investissement. Et il y aura deux projets. Un train du centre commercial 1030 au centre-ville et un autre train entre le centre-ville et l'aéroport qui pourrait rejoindre le centre commercial Fairview à Pointe-Claire. Mais pendant que tous se réjouissent à la Caisse de dépôt, un rapport gênant se trouve entre les mains des hauts fonctionnaires du MTQ. Un rapport qui discrédite les prévisions d'achalandage faites pour justifier le train sur le pont Champlain. Maintenant qu'il y a deux projets qui s'étendraient du 1030 au centre commercial Fairview, le choix de la technologie devient l'enjeu crucial. Une question à 5 milliards de dollars. François Pépin a passé l'essentiel de sa carrière à la Société de transport de Montréal en planification des transports en commun. C'est comme si vous voulez acheter une automobile. Vous avez le choix entre la Smart et vous avez aussi la Rolls-Royce. Entre les deux, vous avez toute une gamme. Donc, il y a effectivement le tramway urbain qui roule sur une rue ordinaire. Il y a le tram-train qui peut circuler à la fois sur une rue, aussi sur une voie réservée au tram-train. Le SLR de l'AMT est dans une toute autre catégorie. C'est un métro de surface automatisé. La photo officielle utilisée depuis le milieu des années 2000 dans plusieurs des publications de l'AMT provient de son consultant, Équipe SLR métropolitain. Toujours le même train, en bleu, en vert, en gris métallique. Remarquez, ce sont les mêmes voitures en arrière-plan. C'est une photo basée sur un train bombardier, le Mark II, qui roule sur le réseau SkyTrain de Vancouver. On l'a transplanté au milieu de l'autoroute 10 grâce à la magie d'un logiciel. Ce dirigeant de TransLink, la société de transport de Vancouver, l'a reconnu tout de suite. And if I show you this train, what does it look like to you? Ça ressemble beaucoup à notre Mark II dans un autre environnement parce que le nôtre ne roule pas sur l'autoroute. Oui, ça ressemble beaucoup à nos voitures. Les nôtres sont blanches, celles-là sont vertes.
Bombardier et ses prédécesseurs étaient au centre de la construction des lignes Expo et Millennium. SNC-Lavalin était aussi dans le projet et SNC était le leader du Canada Line. Le SkyTrain de Vancouver est l'équivalent du métro à Montréal. Un réseau de 68 km et 49 stations, avec une 4e ligne actuellement en construction. Les contrats des lignes Expo, Millennium, Canada et Evergreen ont tous été accordés à Bombardier et SNC-Lavalin, sauf la Canada Line qui est équipée de voitures Rotem. Les trains sont entièrement automatiques et les panoramas sont spectaculaires. Les coûts aussi, 130 millions du kilomètre pour le dernier prolongement. Le SLR dont on nous parle, c'est une structure, malgré son nom, qui est assez lourde. C'est un train qui devra circuler dans des voies dédiées, parfois surélevées, parfois sous terre. Donc, les infrastructures qu'on devra construire pour permettre à ce SLR de circuler sont importantes, d'où le coût élevé là, des immobilisations requises pour le construire. Dans la dernière étude commandée par l'AMT, on donne même les mesures des voitures Bombardier. Depuis 1999, l'AMT a payé des consultants pour produire une centaine de documents sur le SLR, dont 60 par équipe SLR métropolitain, un consortium formé de Bombardier et SNC-Lavalin. On leur a versé 8 350 000 $ d'honoraires pour des études qui mettent de l'avant leur technologie. Dans un courriel, Bombardier nous a fait valoir qu'au moins 3 fournisseurs pouvaient répondre aux critères techniques et qu'un comité d'experts validait la neutralité des recommandations. Mais les spécialistes que nous avons consultés dénoncent ce processus. C'est une pratique condamnable parce qu'essentiellement, un fournisseur ou une firme qui va participer à la réalisation du projet éventuellement ou comme manufacturier du matériel roulant, vend une technologie. Et à ce moment-là, ces firmes-là devraient être exclues des études en amont. C'est certain que pour la population en général, il y a définitivement apparence de conflit d'intérêts. Richard Bergeron est un partisan du tram-train, une technologie moins chère et moins lourde que le métro de surface automatisé. Bombardier en fabrique aussi. Comme ils ont l'expertise dans toutes les technologies, comment se fait-il qu'ils ont tombé sur la plus chère? On est légitimé d'avoir, jusqu'à un certain point, une préférence. Mais là, entendez-vous pas avec le gouvernement pour nous imposer la solution la plus chère, totalement déraisonnable, au vu de l'achalandage prévu dans le corridor? S'il vous plaît. Ce qui justifie ou non un projet de train et son ampleur, c'est l'achalandage. En ce moment, pendant l'heure la plus achalandée de la période de pointe du matin, environ 10 000 personnes prennent l'autobus dans le corridor du pont Champlain. Pourtant, l'AMT nous prédit une vraie SLR manie, de 10 000 personnes actuellement à 16 000 en 2021 et 25 000 passagers à l'heure de pointe en 2061. J'aime beaucoup la prévision sur 2061. Alors, ça prend une boule de cristal, là. Et j'ai quand même travaillé 6 ans responsable des analyses stratégiques, donc planificateur principal des transports pour la région de Montréal. Puis jamais j'aurais osé faire une prédiction sur un pareil horizon, sauf à la blague. À Laval, on considère que c'est un énorme succès que 13 % des automobilistes aient adopté le métro. L'AMT prédit que l'achalandage va plus que doubler avec un SLR sur le pont Champlain. Si je prends une image très simple, si on double l'achalandage du transport collectif, qui actuellement c'est la moitié des usagers, bien, il n'y aura plus personne en auto sur le pont. C'est très surprenant. Nous avons obtenu ce rapport d'un comité d'experts indépendants mandaté cet automne par Québec pour examiner les prévisions de l'AMT. Leur opinion ne pourrait être plus claire. Les chiffres présentés par l'AMT ne sont pas proprement des prévisions d'achalandage. Nous estimons que le scénario de demande optimiste mis de l'avant par l'AMT n'est pas réalisable et que le scénario conservateur est probablement surévalué.
Le rapport note que dans 10 ans, si l'on suit la logique optimiste de l'AMT, 88 % des gens prendront le train et il ne restera plus que 12 % d'automobilistes. Dans la vie d'aujourd'hui, pour les couples qui travaillent, il y en a souvent un des deux qui a besoin de l'automobile en fin de journée pour aller chercher les enfants à la garderie, pour faire quelques emplettes. Donc, quand on me dit que ça va doubler, je me pose des questions. C'était loufoque. Et qu'en plus, ceux qui travaillaient là-dessus prétendaient y croire. Mon œil! Le modèle Bombardier envisagé peut transporter de 35 à 53 000 personnes à l'heure dans la configuration prévue par l'AMT. Richard Bergeron croit qu'on a dopé les chiffres d'achalandage pour exclure des trains plus légers. On a dit qu'on a besoin de 35 000 de capacité, donc ça nous prend la technologie SkyTrain. Ah, hasard, c'est Bombardier. Je crois que c'est ça. Le rapport d'experts va dans le même sens. Cette étude vise à entériner un choix technologique. Les auteurs ressentent une certaine perplexité en ce qui a trait aux objectifs précis de la démarche de modélisation entreprise par l'AMT. On ne peut qualifier cette démarche d'étude d'achalandage. Est-ce qu'on a raison de se demander s'il n'y a pas eu du gonflement des prévisions de l'AMT pour justifier une solution de type SkyTrain? On a raison d'être surpris des résultats et de se poser des questions. Ça peut effectivement amener un surdimensionnement et en faire un éléphant blanc. En mars 2013, le Canada conclut une entente de libre-échange avec la Corée du Sud. Stephen Harper profite de sa visite pour aller faire l'essai du tout nouveau train Bombardier dans la ville de Yongin. Un système semblable à ce qui est envisagé à Montréal. Fantastique n'est pas le mot employé par les gens que nous avons rencontrés pour décrire le projet. Lorsqu'ils voient le train, les contribuables de Yongin ne peuvent être qu'en colère. Yongin est une banlieue de Séoul. Avec ses 950 000 habitants, ce n'est que la 12e ville de la Corée du Sud. Pourtant, une structure titanesque digne d'une grande métropole surplombe la ville. Et voici le train mis en service en avril 2013. Au début, on pensait que ce serait un métro, mais le train léger de Yongin n'a qu'une seule voiture. Alors on pourrait dire que c'est comme un autobus. Un autobus qui coûtera aussi cher qu'un métro. Le réseau fait 18 km et compte 15 stations. Des stations ultra modernes et ultra tranquilles. Ici, les fonctionnaires se sont trompés de 95 % dans leurs prévisions d'achalandage. Des allégations de corruption ternissent le projet réalisé en partenariat public-privé entre la Ville et un consortium mené par Bombardier. Pour ce projet, au total, un budget de plus de 3,5 milliards de dollars sera dépensé sur 30 ans. 3,5 milliards, c'est près de 2 fois le budget annuel total de la Ville, nous expliquent ces deux conseillers municipaux. C'est un gros hippopotame qui mange tous nos impôts. En Corée du Sud, c'était l'une des premières expériences de PPP en transport en commun. Après la crise monétaire de 1997, le gouvernement a encouragé les partenariats publics-privés en transport. Yongin a emboîté le pas, mais sans aucun expert pour la conseiller. Le train relie Yongin au métro de Séoul. Il dessert aussi Everland, l'un des plus grands parcs d'attractions en Asie. D'où le nom choisi pour cette ligne, Everline. Malgré la publicité, il y avait moins de 10 000 personnes par jour à la mise en service. Et même avec le rabais sur les correspondances et la gratuité pour les personnes âgées, il n'y a aujourd'hui que 20 000 passagers en moyenne, selon Bombardier. Or,
c'est 183 000 passagers par jour qu'avait prévu l'Institut des transports de Corée, l'équivalent de notre ministère des Transports. Un achalandage tellement gonflé qu'on peut même dire que c'est une farce. C'est sur la base de cette prévision que la Ville a opté pour la technologie du métro de surface automatisé. Aujourd'hui, ce sont les contribuables de Yongin qui font les frais de cette erreur d'achalandage. Le Canadien Kim Hak-pil était le représentant commercial de Bombardier en Corée du Sud. Il a convaincu l'ancien maire de Yongin de signer en 2004 une entente de revenu minimum garanti pour les partenaires privés qui finançait un peu plus de 60 % du projet. La Ville devait donc garantir les revenus correspondant à 145 000 passagers par jour. Et comme il y en avait 16 fois moins en 2013, le budget de la Ville aurait été complètement siphonné par le train, nous dit cet avocat, qui a entrepris un recours en justice pour que les responsables rendent des comptes. L'an dernier, à la mise en service du train, le nombre de passagers a atteint 5 à 6 % de ses prévisions. Alors, la Ville se dirigeait vers une perte de 30 à 50 millions de dollars par année. La construction du train dure 5 ans, période au cours de laquelle le maire Lee Jong-moon reçoit des pots de vin de certains sous-traitants, ce qui lui vaudra 1 an de prison. En 2010, le train n'est pas mis en service comme prévu parce que la nouvelle administration a compris que l'entente allait ruiner la Ville. Mais un contrat est un contrat, tranche le Tribunal international d'arbitrage, qui condamne la Ville à payer près de 900 millions de dollars pour dédommager les partenaires privés. Le train est finalement mis en service avec 3 ans de retard. À cette époque, Yongin n'avait pas d'argent. La Ville a dû emprunter à un investisseur privé et les intérêts seulement coûtent 220 millions de dollars. Ce sont les citoyens de Yongin qui sont victimes de la réduction des budgets dans l'éducation, la culture et l'aide sociale. Nous offrions le chauffage dans les centres communautaires pour les personnes âgées. Cette année, c'est coupé. On a aussi gelé le salaire des fonctionnaires et réduit leurs avantages sociaux. Avec notre collaboratrice en Corée du Sud, Kim Yuri, nous avons tenté de comprendre comment les élus se sont laissés convaincre de faire ce train. Bombardier est une entreprise reconnue à travers le monde. Ils sont venus ici, dans une petite ville, et ils ont travaillé avec des gens qui ne connaissaient rien là-dedans. L'équivalent de notre UPAC, l'unité spéciale d'enquête coréenne composée de procureurs, a examiné le projet de Yongin. Selon leur rapport, les 3 fonctionnaires de l'Institut des transports qui ont fait des prévisions erronées à 95 % ont coulé des informations confidentielles à Bombardier. L'entreprise leur a offert des cadeaux et les a invités à visiter ses installations au Japon, aux États-Unis et au Canada. Ce sont ces fonctionnaires qui ont recommandé un train Bombardier. À l'Assemblée nationale de Corée du Sud, nous rencontrons le parlementaire de la région de Yongin, Kim Min-ki. Dès 2006, il a été l'un des premiers politiciens à enquêter sur le projet de train Everline. C'est simple. On lançait un projet dont on n'avait pas besoin. À partir de ce moment, j'ai eu des doutes. Un trajet qui ne passe même pas par le centre-ville. Une arnaque à la limite de la légalité. C'est ce que je pense. Les allégations de corruption contenues dans le rapport d'enquête ne se limitent pas aux fonctionnaires de l'Institut des transports. Entre 2003 et 2005, Bombardier a payé 3 voyages au Canada à 37 personnes. Billets d'avion en classe affaires, golf, tourisme et hôtels luxueux. 18 d'entre elles étaient membres du conseil municipal de Yongin. Et Kim Hak-pil était leur guide.
Un conseiller a déclaré aux enquêteurs que certains membres de la délégation ont préféré aller jouer au golf plutôt que de monter à bord du SkyTrain à Vancouver. La visite des chutes Niagara était aussi au programme. Ce n'est pas acceptable que l'opérateur du projet ait offert ce genre de voyage pour servir ses intérêts. L'unité spéciale d'enquête soutient qu'on a découvert ses cadeaux et ses voyages trop tard pour porter des accusations. Le délai prévu par la loi coréenne est de 5 ans. Ils n'ont pas pu sanctionner qui que ce soit pour les voyages parce que le délai de prescription était écoulé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu corruption. De plus, Bombardier aurait versé au Canadien Kim McPhail environ 2 millions de dollars selon les enquêteurs, qui soupçonnent que c'est un fonds clandestin. De l'argent qui aurait servi à faire du lobbying auprès de fonctionnaires ou de partenaires d'affaires pour d'autres projets en Corée. Kim McPhail a aussi reçu de Bombardier une prime de près de 5 millions de dollars après avoir obtenu le contrat de Yongin, montant qu'il a caché dans son compte en Suisse, ce qui lui a valu 2 ans de prison avec sursis pour avoir éludé l'impôt et détourné des fonds. Lors de notre passage à Séoul, nous avons retrouvé Kim McPhail, qui a accepté de nous rencontrer. I can go there, but at 3 o'clock. 3 o'clock in the lobby of the hotel? Yes. Le lendemain, il annule notre rencontre par texto. Nous le rappelons. Voici quelques extraits de notre conversation. Mary, I'm sorry. I'm fully tied up with the meeting today and tomorrow, so I cannot meet you. Nous abordons la question des voyages des élus de Yongin au Canada. I don't know what you are talking about. Anyway, I don't have time to discuss with you. You don't know what I'm talking about, but I have a picture of you in front of me. Après sa condamnation, Kim McPhail a été mis à la porte de Bombardier. Il a détourné près de 700 000 $ qui appartenaient à son employeur. Avant de nous raccrocher la ligne au nez, il nous réfère à son ancien patron, Serge Bisson. Nous avions déjà parlé à Serge Bisson la veille. C'est d'ailleurs lui qui a organisé notre visite à bord du train à Yongin. De passage à Montréal, il a accepté de nous faire part de sa vision du projet. C'est un beau système qui fonctionne bien, qui donne un rendement absolument fantastique. Quand les fonctionnaires du Korean Transportation Institute produisent des prévisions d'achalandage pour la ville de Yongin à 170 000 passagers par jour, vous saviez que ça n'avait pas de bon sens? Oui, et c'est pour ça qu'on l'a fait diminuer. Je ne peux pas et je ne veux pas défendre les gens qui ont fait l'étude. Tout ce que je sais dire, c'est que on ne peut pas exiger que ces gens-là soient parfaits dans leurs prédictions. Ils se sont trompés. Monsieur Bisson, entre être parfait et se tromper de 95 % il me semble qu'il y a une marge. Là. Oui, c'est vrai. Il y a une énorme marge, mais moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, autrement que de vous dire qu'à l'époque, il y avait des prévisions qui étaient optimistes avec un marché financier qui allait bien. Avec, l'admettez-vous, des conséquences assez désastreuses sur les finances de la ville. Avec des conséquences désastreuses sur... Oui, c'est vrai. C'est vrai que la ville aurait pu économiser en ne faisant pas de système. Après 4 mois d'achalandage famélique, l'entente de revenu garanti a été renégociée en juillet 2013. C'est maintenant un montant fixe qui n'est plus basé sur le nombre de passagers, mais qui, selon Serge Bisson, servirait à rembourser les frais des partenaires privés. On a renégocié une entente qui fait qu'ils ne croulent plus sous les dettes. Ils viennent justement de remettre leurs finances en ordre et ils n'ont plus de problème. Les citoyens de Yongin n'ont pas fini de payer. En plus du milliard de fonds publics déjà dépensés, ils verseront cette année environ 60 millions de dollars et ce sera la même chose pour toute la durée du contrat de 30 ans. Près de la moitié de cette somme va à payer le contrat de gestion et d'entretien. Et savez-vous qui gère et entretient le train maintenant? C'est encore Bombardier. C'est incroyable. Incroyable. Serge
Serge Bisson nie catégoriquement que Bombardier ait quoi que ce soit à voir avec les déboires financiers qui ont forcé la Ville à couper dans les programmes sociaux. C'est pas nous qui sommes arrivés là et qui avons dit « Voici, on vous amène un système, il va coûter 1,2 milliard de dollars. Et puis, pour vous le payer, vous allez couper à gauche, vous allez couper là et là et là. » C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas de votre faute s'ils sont niaiseux, autrement dit. Non, ça n'a rien à voir avec être niaiseux. Ça a à voir avec est-ce que les gens ont été capables de bien prévoir l'avenir de leur ville? Et la réponse a été non. Bon, mais c'est quand même pas notre faute à nous, ça. Pour lui, offrir des voyages à des élus et des fonctionnaires, ce n'est pas de la corruption. En fait, c'était pas un voyage d'agrément. Il y a des besoins de convaincre ces gens-là que la technologie fonctionne bien. En quoi des visites des chutes Niagara, des tournois de golf, des hôtels luxueux, des vols en classe affaires, en quoi ça convainc qu'une technologie fonctionne mieux qu'une autre? Ce ne sont que des à côté d'un voyage qui est vraiment fait pour visiter les installations. Comme il est arrivé en Corée qu'en 2010, Serge Bisson dit ignorer que Bombardier a fait des cadeaux aux fonctionnaires qui ont fait les prévisions d'achalandage. Si c'était de la corruption, il nous aurait poursuivis. Il rejette catégoriquement toutes les allégations contenues dans le rapport d'enquête. Ce que moi je sais, c'est qu'on n'a pas fait de paiement illicite, on n'a pas payé de pots de vin. Toute cette affaire a terni la réputation de Bombardier en Corée du Sud. Ils sont affreux, complètement affreux. Lorsqu'on est en affaires, il faut un minimum de respect, d'éthique de base. Il faut que tout le monde sache la vérité, sache comment une compagnie très respectée s'est comportée ici. On veut une entente plus juste. Il n'y a rien de caché dans ce qu'on a fait. Il y a peut-être des frustrations, mais bon, ça, si les gens veulent s'asseoir et en parler, je suis encore prêt à le faire. Au cours de l'entrevue, Serge Bisson fait des déclarations étonnantes. Pensez-vous qu'un achalandage de 2-3 000 personnes à l'heure de pointe, ça justifie une technologie et des infrastructures aussi imposantes à Yonge-in? Non, sûrement pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais pour le moment, est-ce que c'est trop fort d'appeler ça un éléphant blanc, M. Bisson? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que à chaque fois que je vois des systèmes de transport, au début, ils ont l'air tout seuls, au milieu de nulle part. Et 10 ans après, c'est plein, c'est complètement construit. C'est quoi l'avantage d'un PPP quand le public se retrouve finalement à éponger, à assumer la plupart des risques? En fait, j'en sais rien. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment un PPP peut fonctionner dans des projets complexes et dans des choses qui demandent des prévisions sur une tellement longue période. Pourtant, dans le communiqué fleuri de Bombardier qui félicite la ville de Yonge-in pour l'inauguration de l'Everline, Serge Bisson déclare que le projet a été mené à bien par un partenariat public-privé révolutionnaire. À Yonge-in, c'est une révolution dont on se serait bien passé. C'est comme si on continuait à verser de l'eau dans un seau percé. Un vrai gaspillage qui ne sert à rien et qui va durer 30 ans. L'idée paraît séduisante. Retrouver une fierté dans la réussite de grands projets. Cette fierté que je recherche comme premier ministre du Québec, que lorsqu'on est dans notre métropole ou dans nos grandes villes, qu'on est à rougir de rien par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et je pense que là, on se donne les moyens. Transformer une dépense en profit, tout en améliorant le transport en commun. La Caisse de dépôt et de placement du Québec se donne le droit de refuser les projets SLR après un examen approfondi de leur rentabilité. Mais son PDG semble déjà conquis. Chaque fois que vous allez monter à bord d'un système de transport géré par la Caisse, vous serez en train de consolider votre retraite. Les Québécois pourront développer et accélérer les infrastructures dont ils ont besoin urgemment aujourd'hui, tout en préparant leur retraite de demain.
un cercle vertueux. Depuis 1999, SNC-Lavalin et Bombardier ont fortement participé aux études de l'AMT qui ont mis de l'avant le métro de surface automatisé. Monsieur Bergeron, les gens de l'AMT sont intelligents. Le gouvernement du Québec doit superviser leur travail. Oui, oui, oui. Pourquoi ils font la promotion d'un SkyTrain pendant des années? Parce qu'on leur a passé la commande politique d'étudier le SkyTrain. La conclusion du rapport d'experts indépendants mandaté par Québec est accablante. Les prévisions issues de la démarche adoptée par l'AMT ne sont pas suffisantes pour alimenter la réflexion et supporter le choix d'un mode de transport en commun spécifique dans l'axe du futur pont Champlain. Au Québec, on a tendance à se précipiter vers la solution sans prendre le temps de regarder véritablement le besoin. L'AMT a perdu son rôle de maître d'œuvre du projet SLR et a refusé de nous accorder une entrevue. C'est maintenant la Caisse qui va mener le projet et elle s'engage à le faire dans les règles de l'art. Nous avons tous les intérêts commerciaux pour avoir un processus d'appel d'offres très robuste. Ça, c'est l'objectif. Et un processus d'appel d'offres très transparent. Mais l'idée d'implanter à Montréal la même technologie qu'à Vancouver et à Yonge-in semble plus vivante que jamais. Excellente nouvelle. Si c'est bon pour les gens de Vancouver avec le SkyTrain, pourquoi pas nous? Même si la Canada Line de Vancouver est un projet en PPP, c'est quand même les contribuables qui ont financé plus de la moitié du projet de 2 milliards. La personne qui était responsable du développement et les opérations de la société qui détient le Canada Line, cette personne travaille à la Caisse maintenant. La Caisse vient d'embaucher Jean-Marc Arbeau, qui dirigeait les opérations de SNC-Lavalin pour la construction de la Canada Line à Vancouver. L'AMT l'avait recruté en 2013 pour diriger le bureau de projet SLR à Montréal. Il avait quitté ses fonctions chez SNC-Lavalin 1 an auparavant. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits par les agences gouvernementales et par l'AMT notamment. Nous allons utiliser les données qui existent déjà et nous allons les compléter au besoin pour avoir un portrait aussi précis que possible. Bombardier est la seule entreprise qui fabrique des trains urbains dans laquelle la Caisse de dépôt a une participation directe. Comme SNC-Lavalin, Bombardier nie que d'avoir participé aux études de l'AMT procure un avantage. Les deux entreprises ont refusé de nous accorder une entrevue, mais font valoir que c'est l'AMT qui a dicté les choix technologiques et que des mesures ont été mises en place afin d'éviter les conflits d'intérêts. Depuis l'an dernier, le président de Bombardier, Pierre Beaudoin, s'est inscrit au registre des lobbyistes, notamment auprès du cabinet du premier ministre, pour l'attribution d'un contrat autrement que dans le cadre d'un appel d'offres public pour le projet SLR sur le nouveau pont sur le Saint-Laurent. Il faut revenir à la base. Ici, ce qu'on veut, c'est améliorer le transport. On veut favoriser le transport en commun. Et est-ce que ce projet est vraiment... est-ce que c'est vraiment l'objectif ultime qu'on poursuit? C'est maintenant à la Caisse de dépôt et au gouvernement du Québec de prouver que l'intérêt public peut l'emporter sur l'intérêt de certaines entreprises. Qu'on choisira une technologie en fonction de nos besoins réels et un tracé vraiment pensé pour les usagers du transport en commun.